Bonsoir à toutes et à tous. Merci aux personnes déjà présentes ainsi que celles qui vont nous rejoindre durant ce live. Donc, nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre de la quatrième intervention d'un cycle de conférences éducatives de Saïd Bouamama, sociologue et économiste, à l'invitation du syndicat étudiants, lycéens et apprentis CGT Nord, le CELA CGT Nord. Saïd Bouamama qui vient de faire paraître aux éditions Premier Matin de Novembre l'ouvrage suivant, l'affaire Georges Ibrahim Abdallah, dont je vous conseille vivement la lecture. Par ailleurs, convaincus que nous sommes, militants, adhérents, sympathisants CGT, que nous ne parviendrons pas à nos fins, c'est-à-dire la deuxième besogne de la CGT, à savoir le renversement du capitalisme, sans la théorie révolutionnaire qui lui est liée, d'autant qu'à l'heure où on approche des présidentielles et pendant que ce qu'il reste de services publics télévisuels où on nous propose un Darmanin décomplexé, se vantant d'être plus radical que l'extrême droite présidée par Marine Le Pen, il nous semble plus que jamais nécessaire pour nous toutes et tous ici de faire le point avec notre camarade Saïd Bouamama sur les liens qui cimentent le système capitaliste et sa fascisation galopante en cette période de coronavirus, couplée d'une crise sociale et économique sans précédent. N'hésitez pas durant ce live à poser vos questions en direct. On s'assurera de les poser à Saïd dans un deuxième temps. En attendant, bon live. Bonjour. Pour cette quatrième conférence éducative, nous allons aborder la question du lien entre le capitalisme contemporain et le processus de fascisation. Ce qui suppose donc de clarifier les concepts de capitalisme et les concepts de fascisation. Tous ceux qui ont participé aux luttes sociales de ces dernières décennies constatent simplement un durcissement des pratiques policières lors des occupations d'usines, des manifestations ou des autres formes de mobilisation. Répression des syndicalistes et violence lors des manifestations sont devenus une banalité depuis maintenant plusieurs années. Le mouvement contre la réforme des retraites et le mouvement des Gilets jaunes ont mis ainsi en évidence le caractère devenu systématique des violences policières, avec à la solde des dizaines de blessés et éborgnés. Cette violence existait déjà par le passé, mais pas de manière aussi systémique, aussi systématique. Elle existait en particulier à l'endroit des habitants des quartiers populaires qui la subissaient au quotidien depuis de très nombreuses décennies. Ce qu'il y a donc de nouveau, c'est la généralisation de ces pratiques et c'est l'utilisation de ces pratiques pour s'opposer au mouvement social. Dans la même période, les libertés démocratiques ont été régulièrement rognées au prétexte de la lutte contre la délinquance, au prétexte de la lutte contre le terrorisme, au prétexte de la lutte contre la pandémie du Covid. Bref, au même moment où la violence est utilisée de plus en plus par l'appareil d'État, nos droits sont légalement réduits, sont légalement l'objet de rognements successifs. Des mesures jusque-là réservées à l'état d'urgence ont ainsi été intégrées dans la loi commune et deviennent ainsi permanentes. Cette simple entrée de mesures d'urgence dans la loi commune devrait nous alerter sur les transformations que subit actuellement l'appareil d'État. Ces mutations récentes ont amené de nombreux militants à parler de fascisme, et il n'est pas rare d'entendre aujourd'hui des slogans dans nos manifestations du type « Macron fasciste, Darmanin fasciste ». Il convient donc de s'arrêter sur ces termes pour savoir s'ils sont pertinents, s'ils sont adaptés à la réalité, ou si au contraire, ils nous empêchent de comprendre notre moment historique. Au-delà des mots et des termes utilisés, il s'agit donc de comprendre l'étape qui est la nôtre. Sommes-nous vraiment en face d'un pouvoir fasciste? Si oui, comment réagir à la situation? Sinon, que signifie le durcissement de la répression et de la législation que nous constatons? Répondre à ces questions suppose de rappeler ce qu'est le capitalisme et dans quelle situation il se trouve actuellement dans un premier temps. Une telle réponse suppose également de clarifier
les notions de fascisme et de fascisation. Elle suppose également de caractériser la situation actuelle et les différents scénarios possibles. Ce n'est qu'après ces précisions que nous pouvons en déduire des priorités dans les réponses militantes à apporter. Revenons donc d'abord sur cette notion de capitalisme, un terme qui est utilisé par la plupart des militants sans forcément y mettre le contenu qui correspond à la réalité. Commençons donc par ce capitalisme qui est un terme qui est galvaudé dans les utilisations, qui est de plus en plus utilisé, c'est une bonne nouvelle, mais pas forcément en y mettant le contenu scientifique qui est le sien. Commençons donc par l'ABC du capitalisme. Le capitalisme est un mode de production basé sur l'expropriation des producteurs. Ceux-ci étant dépossédés des moyens de production, ils ne possèdent pas les machines, ils ne possèdent pas les entreprises, n'ont d'autre solution pour survivre que de vendre leur force de travail à la classe qui possède ces moyens de production, la classe des capitalistes. Le capitalisme comprend ainsi inévitablement une division de la société en au moins 2 grands groupes. Je dis au moins parce qu'il y en a bien entendu beaucoup plus. Premier groupe, ceux qui possèdent les moyens de production. Et second groupe, ceux qui ne les possèdent pas. Les premiers forment la classe des capitalistes. Et les seconds constituent le prolétariat, c'est-à-dire tous ceux n'ayant que leur force de travail à vendre. Bien sûr, entre ces 2 classes se situe toute une série de catégories sur lesquelles nous reviendrons. Cette première banalité du capitalisme doit être complétée par une autre. Le capitalisme fonctionne sur la base de l'extorsion de la plus-value, c'est-à-dire qu'une partie du travail salarié et de la valeur qu'il produit est extorquée aux salariés et empochée par les capitalistes. Il en découle une lutte permanente entre ces 2 classes, l'une ayant intérêt à diminuer la plus-value extorquée et l'autre au contraire à la maximiser. Le capitalisme mène inévitablement à la lutte des classes. Celle-ci n'est pas le résultat d'agitateurs, de militants. La lutte des classes est d'abord un résultat du fonctionnement capitaliste. Je le souligne pour ceux qui pensent qu'aujourd'hui, il suffit de s'agiter de manière militante pour être un révolutionnaire. En réalité, c'est le fonctionnement du capitalisme qui détermine les véritables luttes des classes et non pas les agitations des uns et des autres. La simple revendication d'une hausse des salaires, ou de baisse du temps de travail, ou d'amélioration des conditions de travail, concrétise cette lutte des classes inévitable portant sur le niveau de la plus-value extorquée. Cette seconde banalité, première banalité donc la propriété des moyens de production, seconde banalité la lutte pour l'appropriation de la plus-value, cette seconde banalité doit être complétée par une troisième. Le capitalisme fonctionne sur la base de la concurrence entre capitalistes, chacun recherchant une maximisation de ses profits individuels. Si les capitalistes sont unis en tant que classe pour opprimer les travailleurs, ils se déchirent entre eux pour s'enrichir. Cette concurrence conduit chaque capitaliste à maximiser l'extorsion de la plus-value de ses propres salariés. Le capitalisme conduit ainsi inévitablement à une tendance à la paupérisation massive. Cette tendance n'est limitée conjoncturellement que par les capacités de résistance et d'offensive des salariés sous les formes syndicales et politiques. Le capitalisme, dans son fonctionnement normal, s'il n'a pas en face des résistances syndicales et politiques, conduit à une société de misère, de pauvreté et de disette. Cette troisième banalité doit enfin être complétée par une quatrième. Le capitalisme n'est pas qu'un mode de production. Il est un mode de production dominant tous les autres modes de production et dominant l'ensemble de la vie sociale. Le capitalisme est donc un système social basé sur la domination du mode de production capitaliste. Pourquoi nous apportons cette précision ? Parce qu'elle nous permet d'introduire la fonction de l'État, le rôle de l'État. C'est justement parce que nous avons affaire à un système social que l'État est le garant du fonctionnement de ce système et de la reproduction de ce système. Cette dimension systémique est importante parce qu'elle souligne que l'État est le garant des intérêts de la classe dominante. Un grand penseur
du mouvement ouvrier, Friedrich Engels, définissait l'État comme un capitaliste collectif en idées. L'État représente donc les intérêts communs des capitalistes, là où la concurrence les amène à se déchirer. L'État n'est donc pas une entité neutre qui se situerait au-dessus des classes sociales, mais il est un instrument visant à permettre le libre jeu des lois capitalistes que nous avons rappelées ci-dessus. À chaque fois que nous avançons l'idée que l'État serait neutre par rapport aux classes sociales, nous nous condamnons à ne pas comprendre ce qu'il met en œuvre et pourquoi, à certains moments, la répression prend cette dimension-là, où la dimension idéologique prend une place principale. Pour jouer sa fonction, l'État dispose de deux outils, nous explique un autre chercheur, toujours marxiste, Antonio Gramsci, soit l'outil idéologique, visant à modeler les esprits dans le sens de la soumission à l'ordre dominant. On nous apprend donc au niveau scolaire, au niveau médiatique, au niveau de toute une série d'appareils qui diffusent un certain nombre d'idéologies, on nous apprend à considérer que le capitalisme est soit le système idéal, soit le système le moins pire possible. À cet outil idéologique s'ajoute l'outil répressif, lorsque l'outil idéologique ne suffit pas pour produire une acceptation de la réalité, lorsqu'il ne suffit pas pour anesthésier les velléités de résistance et les luttes sociales, eh bien, la place est laissée à la répression. La répression et la violence ne sont ainsi pas le propre du fascisme, mais sont contenus dans les missions de l'État capitaliste. Toute l'histoire du capitalisme témoigne que dans des moments qui sont considérés comme des moments démocratiques, comme des moments dans lesquels il n'y a pas danger fasciste, eh bien il y a eu des répressions violentes de la part de l'État. Même les périodes dites démocratiques ont donc été marquées par des répressions brutales du mouvement ouvrier. On ne peut donc pas conclure au fascisme sur la base du simple constat d'une hausse de la répression et de la violence. Faire cela, c'est s'illusionner sur le capitalisme dans les périodes qui ne sont pas des périodes fascistes. Pour bien saisir cela, et pour donner quelques exemples, il n'est pas inutile de parcourir rapidement l'histoire de ce capitalisme. Oui, le capitalisme a une histoire. Le capitalisme d'aujourd'hui a de très nombreux points communs avec le capitalisme au moment de sa naissance, mais il a également toute une série de différences qu'il convient de prendre en compte. Une des lois essentielles de toutes les sciences est la prise en compte de la réalité étudiée dans son mouvement. La prise en compte du mouvement et de l'histoire est un des éléments essentiels. Aujourd'hui, on voit fleurir des idées de comparaison avec la période des années 30. Et certes, la comparaison peut nous apprendre un certain nombre de choses. Mais attention, le fascisme ne prendra pas, aujourd'hui, le visage qu'il a pris dans les années 30. Il peut venir sous une autre forme. Une des principales lois de la dialectique, qui est cette science du mouvement, est justement cette conception de l'histoire comme mouvement perpétuel. Tout est en mouvement permanent, nous apprend la dialectique. Un des fondateurs de cette dialectique, de cette science dialectique, Héraclite, le vieux philosophe grec, nous disait « On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve », et donc le fascisme d'hier et le fascisme d'aujourd'hui n'auront pas exactement les mêmes formes, même si le fond reste le même, même si la fonction reste la même. Le capitalisme du XVIIIe siècle n'est pas celui de la mondialisation contemporaine. Si les dimensions sont invariantes, par exemple la propriété des moyens de production, elle était pertinente au XVIIIe siècle et aujourd'hui la propriété privée est encore là. Par exemple la maximisation du profit, qui était déjà une loi au XVIIIe siècle et qui l'est encore aujourd'hui. Par exemple la concurrence acharnée pour s'imposer face aux concurrents, qui était déjà une loi au XVIIIe siècle, qui l'est encore aujourd'hui. Donc il y a effectivement des dimensions invariantes. Mais d'autres dimensions sont marquées par la différence. Par exemple, la place et le poids des banques. Les banques n'avaient pas la place au XVIIIe siècle qu'elles ont aujourd'hui. Le niveau d'organisation de la classe ouvrière à l'échelon national et international. La classe ouvrière du début du capitalisme était inorganisée, parcellisée, éparpillée.
Il a fallu tout un long temps historique pour qu'elle s'organise en syndicats et puis plus tard en partis politiques. Et puis la dimension de mondialisation, le niveau de mondialisation qui existait déjà au XVIIIe siècle, mais qui atteint aujourd'hui un niveau sans précédent avec la figure des multinationales et des transnationales. Sans être exhaustif, nous pouvons repérer 3 âges du capitalisme. D'abord, le capitalisme infantile, dans lequel le capital commercial est prédominant. Cette phase est marquée par l'articulation avec le mode de production féodal, avec en particulier le travail à domicile prédominant. Dans la séance précédente, nous soulignons d'ailleurs le retour de formes de travail qui peuvent ressembler à cette période-là. Les débuts du capitalisme sont marqués par le travail à domicile où le paysan, en plus du travail de la terre, avait un métier à tisser qui lui était fourni par un capitaliste qui était chez lui et il tissait et livrait le tissu ensuite au capitaliste. Aujourd'hui, nous assistons avec le télétravail à des choses qui peuvent ressembler. Et donc, ce capitalisme infantile va se caractériser également par la réunion de conditions pour imposer ce fonctionnement-là. Et ces conditions-là vont être des conditions de violence. Marx a décrit dans le Capital, Karl Marx, je parle bien entendu, a décrit dans le Capital la violence de ce capitalisme infantile, qu'il a appelé l'accumulation primitive du capital. Il explique, et pourtant nous n'étions pas sous le fascisme, il explique que ce capitalisme est né avec l'expropriation violente massive des paysans. Il a fallu extorquer la terre aux paysans par la violence, avec des lois sur le vagabondage, avec des lois sur la propriété, avec des lois sur les enclosures en Angleterre, qui vont pousser les paysans, toute une partie de la paysannerie, à devenir des prolétaires, c'est-à-dire à se retrouver contraints de vendre leur force de travail. Et puis, l'autre forme de violence de ce capitalisme infantile, eh bien, ça va être la guerre, avec en particulier la destruction des civilisations amérindiennes, puis l'esclavage. À cette première étape du capitalisme va succéder une seconde étape, le capitalisme de concurrence, entre guillemets. Ce capitalisme est déjà caractérisé par des chefs d'entreprise d'une certaine taille. En gros, on a une base familiale du capitalisme, avec des fortunes familiales, qui ne sont pas encore des monopoles pouvant s'imposer sur un secteur, mais qui sont en concurrence les unes avec les autres. La législation vont également, pendant cette période, marquée par une répression violente du mouvement ouvrier qui a commencé à s'organiser. Ceux qui pensent encore qu'il faut le fascisme pour qu'il y ait de la violence, eh bien, oublient tout simplement que ça n'était pas un gouvernement fasciste qui a réprimé la Commune de Paris, ou les grandes révolutions de 1830 ou 1848. Troisième étape, le capitalisme de monopole, ou impérialisme, comme l'appellera Lénine, qui va conduire à la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire à une violence généralisée. C'est au sein de cette phase de monopole, cette phase impérialiste, que se situe un événement qui vient bousculer la logique du capitalisme en le contraignant à introduire dans son fonctionnement des éléments contradictoires avec son essence. Cet événement est la révolution bolchevique, qui conduit certes à la violence répressive contre les communistes, mais aussi à des réformes, par crainte que les classes ouvrières regardent trop vers Moscou. La Seconde Guerre mondiale et la place que prend l'URSS dans la victoire conduira aux mêmes conséquences. Autrement dit, ce que nous avons vécu après la révolution bolchevique, jusqu'à une époque récente, ça a été un fonctionnement du capitalisme qui était obligé de prendre en compte l'existence d'un danger pour eux et donc d'accepter des réformes, d'accepter une amélioration des conditions de vie et de travail de la classe ouvrière. Avec la disparition de l'Union soviétique, eh bien, cette obligation va disparaître et on va voir revenir la logique pure du capitalisme. Mais revenons à cette période-là, la révolution bolchevique. En réaction à celle-ci, va apparaître le besoin d'une forme de pouvoir au sein de la classe dominante pour combattre et tenter de détruire cet ennemi
qui leur apparaît comme mortel pour eux. Le fascisme va apparaître comme le projet politique de destruction du spectre communiste, comme l'avait appelé Marx. L'agression impérialiste et la guerre mondiale n'ayant pas pu mettre fin au spectre communiste, le fascisme apparaît comme une nouvelle réponse, comme une tentative d'éradiquer ce danger. Il en découle une première caractéristique du fascisme. Celui-ci est mobilisé lorsque la classe ouvrière et les peuples sont à l'offensive, c'est-à-dire lorsque se développent les luttes sociales. Il n'y a jamais eu de pouvoir fasciste, ni de tentative fasciste, lorsqu'il n'y avait pas danger pour la classe dominante du fait du développement des luttes sociales. Aujourd'hui, nous assistons effectivement au développement des luttes sociales, mais on ne peut pas encore dire que la classe dominante est en danger. Enfin, dernière phase de cette histoire rapide du capitalisme, celle que nous vivons actuellement, dans laquelle la disparition de l'URSS a été le signe du retour du capitalisme à sa forme pure. Concrètement, cela signifie un déclassement de l'ensemble des classes populaires et des couches moyennes en quelques décennies. De nouvelles tempêtes sociales étaient et sont inévitables et nous ne sommes qu'au début du processus. Ces tempêtes ont pour nom les gilets jaunes, les révolutions en Amérique latine, les grèves par millions en Inde, les soulèvements en Tunisie, Égypte, Algérie, Soudan, Liban, etc. Après une phase de 2 décennies de recul des luttes sociales radicales, nous assistons au retour de celle-ci. Avec elle reprend aussi l'hypothèse fasciste pour la classe dominante, au cas où ces luttes sociales parviendraient à remettre leur pouvoir en danger. Et c'est pour cela qu'il faut être précis lorsqu'on parle de fascisme ou de fascisation et clarifier les mots que nous utilisons. Il convient donc de s'entendre sur les termes. Le fascisme utilise certes la violence, mais la démocratie également. Regardons les explications dominantes du fascisme que diffusent nos médias afin de montrer les limites. Nous pourrons ensuite préciser les définitions matérialistes du fascisme et de la fascisation. Quelles sont les explications dominantes du fascisme? Première thèse fréquente, la thèse présentant le fascisme comme le résultat de la folie d'un dirigeant. C'est l'explication pathologique. C'est la folie de Mussolini qui expliquerait le régime fasciste italien. C'est la folie d'un Hitler qui expliquerait le régime nazi. En réalité, ces explications sont de nature idéaliste, c'est-à-dire qu'elles expliquent l'histoire non pas par les faits sociaux, économiques et de lutte sociale, mais elles expliquent l'histoire par l'action des grands hommes. C'est également cela que l'on voit dans nos livres scolaires, où trop fréquemment, encore aujourd'hui, on nous explique l'histoire de France ou l'histoire du monde au travers des rois ou au travers des grands hommes qui auraient marqué cette histoire. Ce sont ces grands hommes-là qui sont le résultat de l'histoire et non l'histoire qui est le résultat des grands hommes. Au sein de cette explication du fascisme comme pathologie de quelques leaders, on nous présente le fascisme comme étant donc une manipulation de certains, manipulation par des gourous, le fait de quelques personnes qui vont diffuser de mauvaises idées dans la société. Les protagonistes du fascisme y sont dégradés au rang de fous diaboliques et inhumains, ou alors à l'opposé de bouffons caricaturaux. La persistance de cette thèse est liée à son avantage pour la classe dominante. C'est-à-dire que cette explication élimine un certain nombre de questions. Par exemple, expliquer par la folie des dirigeants le fascisme permet de faire l'économie d'une question essentielle. Qui avait intérêt à ce que se développe une idéologie fasciste, puis un pouvoir fasciste? Qui avait intérêt à ce qu'émerge une théorie politique fasciste? Poser ces questions, c'est y répondre. Une classe dominante qui a peur de la colère populaire qui vient. Hier comme aujourd'hui, si nous sommes dans le cadre d'une logique fasciste, regardez toujours quelle est la classe qui en profite. Seconde thèse
fréquente dans nos médias, c'est de nous présenter le fascisme comme étant un anticapitalisme, qui, en s'attaquant à la liberté individuelle, conduirait logiquement à un État dictatorial. L'avantage d'une telle thèse pour la classe dominante, c'est de mettre dans le même sac le fascisme et les autres théories politiques anticapitalistes. Le terme totalitarisme a été ainsi promu jusque dans les programmes scolaires pour désigner à la fois le fascisme et le communisme. L'intérêt d'une telle thèse pour la classe dominante est toujours le même: occulter le caractère de classe du fascisme. Dans tous les pays où il a sévi, la classe dominante a pourtant vu ses profits exploser. Dans tous les pays où il a sévi, les classes populaires ont vu leur niveau de vie se restreindre. C'est pourquoi il ne suffit pas de démasquer les mensonges des fascistes sur l'immigration. Ce travail est à faire, certes, mais il doit surtout être complété par une dénonciation du programme économique fasciste. Que dit-il de la propriété privée? Que dit-il du droit du travail? Que dit-il des libertés syndicales? Que dit-il de l'impôt? Que dit-il de la répartition sociale? Ce sont sur ces questions-là que l'on va pouvoir avoir une véritable compréhension de la nature de classe du fascisme. Le fascisme n'est pas une idéologie sans classe, c'est une idéologie au service d'une classe précise, celle qui a besoin qu'on préserve la propriété privée, celle qui a besoin qu'on réprime les libertés syndicales. Bref, le fascisme est la réponse idoine à une classe dominante qui a peur sur l'essentiel de ses intérêts. Bien sûr, on trouvera dans le discours fasciste des arguments en apparence anticapitalistes. Mais regardez de plus près. Écoutez, la prochaine fois que vous entendrez des propos fascisants, eh bien vous verrez que la critique du capitalisme est toujours la critique du concurrent capitaliste, et jamais celle de son propre capitalisme. On pourra donc entendre un anticapitalisme américain ou un anticapitalisme allemand, mais qui préserve toujours le capitalisme français, par exemple. Bref, le discours anticapitaliste ou anti-Europe ou anti-mondialisation n'est que la couverture d'une défense des intérêts de la bourgeoisie nationale contre ceux des autres bourgeoisies. Troisième thèse fréquente est celle qui présente le fascisme comme le résultat d'une crise identitaire, issue de mutations sociales de grande ampleur. Les mutations liées à la guerre. On nous a expliqué que, avec le grand bouleversement de la Première Guerre mondiale, l'hécatombe qu'elle a constituée, eh bien, la société française, la société allemande, etc., se sont retrouvées dans une crise identitaire que les fascistes ont manipulée. Ou la mondialisation aujourd'hui. On nous parle aujourd'hui d'une mondialisation qui provoquerait une crise identitaire. Le fascisme serait en conséquence un accident de l'histoire, en attendant le retour à la stabilité sociale. Les discours sur le complotisme aujourd'hui tentent de donner une nouvelle jeunesse à cette thèse. On nous présente les complotistes comme étant le résultat d'une crise identitaire. Tout n'est pas erroné dans cette thèse. Les constats sont pertinents, mais les conclusions sont erronées. Bien sûr que la perte des sécurités sociales, le chômage, la précarité, l'incertitude pour le lendemain, laissent les êtres humains démunis et en recherche d'une solution radicale. Mais cette recherche peut conduire autant à la révolution qu'à la réaction fasciste. C'est dans ce contexte, justement, que les classes dominantes, qui sont conscientes que cela peut mener à la révolution, privilégient une option pour en éliminer une autre. Choisissent le discours radical fasciste pour éviter le discours radical révolutionnaire. La quatrième thèse fréquente est celle présentant le fascisme comme une spécificité allemande et italienne, c'est-à-dire comme une idéologie correspondant à des pays ayant eu une unification nationale tardive. La France, elle, qui aurait une unification plus ancienne, serait préservée. Il y aurait donc une France qui serait immunisée contre le fascisme. La bourgeoisie française aime bien cette thèse qui lui permet de répondre à chaque dénonciation de la fascisation que nous sommes devant une dénonciation abusive
et qu'on compare abusivement des pays qui n'ont pas à être comparés. Une nouvelle fois, la question des classes sociales ayant intérêt au fascisme est évacuée. Certes, tout n'est pas erroné dans cette thèse. Bien sûr, les bourgeoisies des pays n'ayant pas achevé leur unification nationale peuvent être tentées d'utiliser le fascisme comme outil d'unification rapide par la force dans la lutte qui les oppose à d'autres bourgeoisies. Mais cela explique la forme nationale que prend le fascisme et n'explique en rien pourquoi il s'impose à un moment donné de l'histoire. Les pays ayant une ancienne unification nationale ont par ailleurs connu des mouvements fascistes puissants et parfois victorieux, comme en France avec Pétain. Ce qui est vrai en revanche dans cette thèse, c'est que l'appel aux fascistes de la part de la classe dominante se réalise dans des périodes de concurrence impérialiste féroce, comme aujourd'hui avec la mondialisation. Le thème de la défense de la nation menacée est d'ailleurs une constante de tous les fascismes. Autrement dit, le fascisme et la guerre sont des réalités qui sont liées. C'est lorsque la concurrence entre les différents impérialismes, entre les différents capitalismes, prend une dimension de lutte ouverte, de lutte exacerbée, que les différentes bourgeoisies ont besoin de régimes autoritaires et que le fascisme apparaît comme une solution possible. Toutes ces thèses que nous venons de citer et qui nous sont diffusées à longueur de médias, qui nous sont propulsées dans les programmes scolaires, qui sont mis en avant par des pseudo-experts, etc., toutes ces thèses ont, vous l'avez remarqué, un élément commun. Ne pas parler de la nature de classe du fascisme. Ne pas souligner la classe sociale qui tire bénéfice d'un régime fasciste. Pour comprendre cette nature de classe, nous devons donc aller regarder ailleurs, du côté de ceux que l'on ne nous enseigne pas, de ceux que l'on ne nous explique pas dans nos médias. Je voudrais en citer 3. D'abord, les travaux de Georges Dimitrov, qui est chargé par le 7e congrès de l'Internationale communiste de faire la synthèse des débats regroupant les délégations du monde entier. Et il propose, après un travail de titan, après des semaines d'échanges, la définition suivante, en soulignant que ces échanges ont permis de comparer les différents fascismes existants dans le monde et de repérer ce qu'il y avait de commun entre eux. Et il nous dit, le fascisme est la dictature terroriste, ouverte, des éléments les plus réactionnaires, les plus chauvins, les plus impérialistes du capital financier. Arrêtons-nous sur cette définition qui, dans sa brièveté, résume l'ensemble du processus. Le fascisme est donc une dictature, mais pas n'importe quelle dictature. C'est une dictature qui est terroriste et ouverte, nous dit Dimitrov, c'est-à-dire explicite et assumant la violence absolue contre les opposants. Il peut y avoir des violences de l'appareil d'État. Attention de ne pas les confondre avec les violences fascistes, qui là sont terroristes et ouvertes. Second élément de cette définition, le fascisme a une base de classe. Non seulement la bourgeoisie, nous dit Dimitrov, mais sa fraction la plus réactionnaire, la plus chauvine, la plus impérialiste. Il précise même encore plus, le fascisme dépend des intérêts du capital financier. Ce que Dimitrov appelle le capital financier, c'est ce que Lénine avait déjà défini, c'est-à-dire la fusion du capital bancaire et du capital industriel. Autrement dit, le fascisme est la défense des intérêts des puissances monopolistes, de ceux qui spéculent dans les grands marchés financiers. Ce n'est pas du côté du petit industriel qu'il faut rechercher la base du fascisme, mais du côté de ceux qui sont au CAC 40 et au sein des multinationales. Un autre auteur anglais, Palmdett, intervient dans le débat du 6e congrès pour préciser les séquences historiques d'émergence du fascisme. Ce second auteur nous permet de nous donner quelques repères pour comprendre notre situation actuelle. Autrement dit, il pose la question, à quel moment une classe dominante
peut-elle faire appel au fascisme? Pour répondre à cette question, il repart de la définition de Lénine d'une situation révolutionnaire. Lénine avait effectivement précisé qu'une révolution apparaît lorsque en haut on ne peut plus et en bas on ne veut plus. En haut on ne peut plus, c'est-à-dire que les gouvernements n'ont plus les moyens de gouverner, ils sont entièrement délégitimés, ils n'ont plus aucune marge de manœuvre, et en bas on ne veut plus, lorsque la conscience dans les masses populaires est telle que l'on refuse les réformettes. C'est-à-dire lorsqu'un gouvernement n'arrive plus à gouverner et que le peuple ne veut plus être gouverné par ce gouvernement. C'est-à-dire lorsqu'en haut, on a épuisé toutes les formes habituelles de gouvernement. Et lorsque la bourgeoisie, la classe dominante, a peur du soulèvement populaire, a peur du mouvement social. Donc c'est pour combattre le mouvement social que la bourgeoisie a besoin du fascisme. C'est sa dernière carte avant de ne plus pouvoir du tout. À cette première condition, la peur de la classe dominante, s'ajoute pour Palmdott une seconde, le déclassement des couches moyennes, pouvant faire sortir la classe ouvrière de son isolement. En effet, toutes les grandes révolutions depuis le début du capitalisme sont nées de la convergence, de la lutte des prolétaires et des couches moyennes. À chaque fois que le prolétariat a été seul dans une tentative révolutionnaire, cela s'est soldé par un massacre. Je rappelle aux auditeurs que c'est l'explication, le bilan que tire Marx de la Commune de Paris. Il parle du solo funèbre de la classe ouvrière. Autrement dit, la classe ouvrière n'a pas bénéficié d'une convergence avec la paysannerie ou les couches moyennes, et que le résultat, ça a été l'isolement de cette classe ouvrière et le grand massacre. Ça veut dire que quand il y a déclassement massif des couches moyennes, eh bien celles-ci regardent soit du côté de la classe dominante, et nous aurons une logique fasciste, soit du côté de la classe ouvrière, et nous aurons une logique révolutionnaire. La fonction des fascistes, c'est justement que les révoltes des couches moyennes aillent dans un sens qui ne remet pas en cause le système. La troisième condition que pose Palmdott est le fait que le mouvement ouvrier est encore faible. Une bourgeoisie faible qui a peur des luttes sociales à venir, mais aussi un prolétariat encore désorganisé et divisé. Enfin, troisième auteur nous permettant de ne pas nous tromper sur l'analyse du fascisme, Antonio Gramsci, qui alerte sur les approches mécanistes. Pour lui, il est erroné de penser que les fascistes attendent leur ordre de la bourgeoisie et de la classe dominante. Il n'y a aucun comité occulte qui décide un jour de faire appel au fascisme. Il y a des partis de la bourgeoisie, des grands entrepreneurs, des secteurs de la bourgeoisie, qui soutiennent à certains moments des partis fascistes jusqu'à ce que ceux-ci s'imposent. Gramsci insiste en disant « Il y a une autonomie relative des fascistes. La bourgeoisie les met au pouvoir parce qu'elle en a besoin, mais eux ont une autonomie relative. Et y compris l'élève peut dépasser le maître. Y compris on a nourri la bête, en pensant pouvoir la limiter, et elle s'impose. C'est important d'avoir ça en tête parce que sinon on ne va pas comprendre pourquoi, dans certains moments, la bourgeoisie qui a utilisé les fascistes peut se retourner contre eux. Bien sûr, lorsqu'un gouvernement bourgeois facilite la vie des fascistes, il pense toujours pouvoir les canaliser et les maîtriser. Mais ces mesures à court terme peuvent constituer une véritable création des conditions de possibilité de la prise du pouvoir. Si le fascisme est bien cela, nous devons donc être prudents à chaque fois que nous caractérisons un gouvernement ou un homme politique de fasciste. Non, Macron n'est pas un fasciste. Si c'était un fasciste, nous ne serions pas là à faire une émission. Nous serions en prison ou au maquis. C'est là qu'intervient une autre notion que Dimitrov explique dans ses analyses du fascisme, qui est la notion de fascisation. Toute la classe bourgeoise, et même tout le capital financier, n'arrive pas à la conclusion de faire appel au fascisme en même temps. Alors que certaines fractions font ce choix
D'autres considèrent au contraire qu'il est encore possible d'agir autrement, en introduisant des outils légaux de répression du mouvement social. Cette restriction progressive des droits démocratiques et cet élargissement des possibilités légales de la répression s'appelle un processus de fascisation. Il s'agit d'une fascisation car ces mesures facilitent l'action des fascistes lorsqu'ils tentent d'accéder au pouvoir. Elles affaiblissent les possibilités de résistance des dominés. Imaginons, par exemple, simplement aujourd'hui, une Marine Le Pen ou un autre arrivant au pouvoir et ce qu'il pourrait faire avec les mesures introduisant l'état d'urgence dans la loi commune, avec les mesures instaurant la sûreté globale, avec la loi sur le séparatisme. Le processus de fascisation comporte toujours trois grandes directions. Une dimension idéologique, c'est-à-dire la construction d'un bouc émissaire dérivatif des colères sociales. Construire une partie de la population comme cause de tous les maux sociaux, pour détourner le regard des véritables causes, c'est la dimension idéologique de la fascisation. Aujourd'hui, il n'y a aucun secret, ce sont les musulmans ou supposés tels qui sont présentés comme ce bouc émissaire dérivatif. Secondo, une dimension juridique, c'est-à-dire l'entrée dans le droit commun de mesures qui étaient jusque-là limitées aux situations d'exception et encadrées par des conditions particulièrement strictes. Restriction des droits démocratiques. Et enfin, une troisième dimension, la dimension politique, c'est-à-dire l'adoption de politiques de maintien de l'ordre et de doctrines de maintien de l'ordre lors des manifestations, c'est-à-dire également le choix d'une généralisation des violences policières. Le passage aux méthodes fascistes est toujours précédé par un ensemble de renoncements par la classe dominante elle-même à certaines dimensions fondamentales de la démocratie dite libérale. Les arènes parlementaires sont de plus en plus marginalisées et contournées à mesure que le pouvoir législatif est accaparé par l'exécutif, comme on le voit aujourd'hui avec Macron, et que les méthodes du gouvernement deviennent de plus en plus autoritaires, gouvernées par des décrets-lois, par des ordonnances, etc., est toujours un signe de la fascisation. Mais cette phase de transition entre démocratie libérale et fascisme passe surtout par une limitation croissante des libertés d'organisation, de réunion et d'expression, ou encore du droit de grève. On voit bien que ce qui amène des gouvernements bourgeois non fascistes à la fascisation, c'est la peur de l'organisation et la peur des luttes sociales. Il s'agit donc de limiter les possibilités de s'organiser, les possibilités de se réunir, etc. C'est pourquoi la défense des libertés démocratiques est un combat essentiel. Non pas pour elle-même, mais simplement parce que ces libertés démocratiques sont essentielles pour pouvoir mener les luttes sociales qui sont les nôtres. C'est donc sans grande proclamation que s'opère le durcissement autoritaire au plus haut sommet de l'État, qui va faire reposer le pouvoir politique sur les appareils de l'État, la police. Quand on voit aujourd'hui la dépendance du ministre de l'Intérieur à sa police, quand on voit les manifestations de policiers, quand on voit comment le pouvoir des syndicats de policiers, nul doute que nous sommes en pleine période de fascisation. Parce que ces appareils répressifs d'État, eh bien, dans leur mise en œuvre, dans leur mise en pratique, entraînent inévitablement un certain nombre de pratiques qui sont des pratiques qui entraînent une spirale antidémocratique. Quadrillage sécuritaire de plus en plus serré des quartiers populaires et de l'immigration, manifestations interdites, empêchées ou durement réprimées, arrestations préventives et arbitraires, jugements expéditifs de manifestants, usage croissant de peines de prison, licenciement de plus en plus fréquent de grévistes, réduction des périmètres des possibilités de l'action syndicale. Si vous regardez de près, tous les indices de la fascisation sont présents. Pour cette raison, affirmer que l'opposition entre démocratie libérale et fascisme se situe entre des formes politiques de la domination bourgeoise ne signifie en rien que l'antifascisme, les mouvements sociaux
devrait se montrer indifférent aux libertés publiques et aux droits démocratiques. Défendre ses libertés et ses droits, ce n'est pas semer l'illusion sur l'État ou sur la République, conçu comme arbitre neutre au-dessus des classes. C'est défendre une des principales conquêtes des classes populaires au cours des 19e et 20e siècles, à savoir le droit des exploités et des opprimés à s'organiser et à se mobiliser pour défendre leurs conditions de travail et d'existence fondamentale. Croire qu'aujourd'hui, il pourrait y avoir une fascisation qui ne s'attaquerait pas, par exemple, aux structures syndicales, mais qui toucherait uniquement les associations de l'immigration, c'est se rassurer à bon compte. En réalité, la dimension syndicale, l'attaque contre la structure syndicale a toujours été un point commun à toutes les formes de fascisme, de l'Italie à l'Allemagne, en passant par l'Espagne ou le Portugal ou ailleurs. Il convient donc de préciser ce concept de fascisation pour éviter les compréhensions possiblement complotistes et réductionnistes de l'expression. La fascisation n'est pas le fascisme, qui est un régime de dictature ouverte, rappelons-le. Le processus de fascisation n'est pas non plus une intentionnalité de la classe dominante ou un complot de celle-ci. Il est le résultat de l'accumulation de réponses autoritaires successives pour gérer les contestations sociales dans un contexte de crise de légitimité. La carence de légitimité contraint la classe dominante et ses représentants à une gestion à court terme du conflit social. Crise par crise, mouvement social par mouvement social, par les trois vecteurs que nous avons soulignés ci-dessus, idéologique, juridique et répressif. Il fallait gérer les gilets jaunes et on a utilisé la violence, plus le mouvement des retraites, etc. S'installe alors progressivement et tendanciellement un modèle autoritaire reflétant la crise de l'hégémonie culturelle de la classe dominante. Terminons ces précisions en soulignant que la fascisation ne mène pas, heureusement, systématiquement au fascisme, qu'elle n'en constitue pas fatalement l'antichambre. Le processus de fascisation exprime les séquences historiques particulières où les dominés ne croient plus au discours idéologique dominant, sans pour autant encore constituer un nous susceptible d'imposer une alternative. L'issue de telles séquences est fonction du rapport de force et de la capacité à produire ce nous. Quelle conclusion tirer pour nos luttes ? Le fascisme n'a pas un seul visage qui serait indifférent à l'espace. Il s'adapte aux réalités nationales et prend un visage national. Limiter le fascisme à ses formes nazies ou mussoliniennes peut nous rendre aveugles aux formes qu'il peut prendre en France aujourd'hui. Il en est du concept de fascisme comme du concept d'arbre. Le chêne et le cèdre sont à la fois différents et appartiennent tous deux à la catégorie d'arbre. À cette première conclusion, il faut en ajouter une seconde. Le fascisme n'est pas non plus indifférent au temps. Ceux qui pensent que le fascisme d'aujourd'hui prendra la forme de chemises brunes défilant au pas peuvent attendre longtemps. Ils seront ainsi aveugles aux versions contemporaines du fascisme. Le fascisme peut très bien, à l'avenir, prendre la forme de jeunes hommes en costume-cravate et de jeunes femmes en tailleur. Troisième conclusion, le fascisme ne survient jamais brusquement. Il est toujours le résultat d'un processus. C'est pourquoi la défense des libertés démocratiques et des droits est incontournable si on veut stopper le processus. Quatrième conclusion, le fascisme peut attirer à lui des membres des classes dominées. Il s'appuie sur la révolte de ceux-ci pour les dévoyer. Toute attitude de mépris à l'égard de ses membres est dangereuse. Nous avons au contraire besoin de conforter la révolte et de combattre le dévoiement. Cela ne peut se faire qu'en allant vers ces membres des classes dominées pour y mener la bataille idéologique. Cinquième conclusion, le fascisme a une base de classe, les fractions les plus réactionnaires du capital financier. Combattre le fascisme dans les classes populaires, c'est mettre en exergue cette base de classe. Certes, il faut répondre aux questions sur l'immigration ou sur d'autres attaques, mais il faut surtout expliquer le caractère
antipopulaire du programme économique des fascistes. Sixième conclusion, le fascisme se déploie dans les moments d'exacerbation de la concurrence entre pays impérialistes. Il est aussi une préparation à la guerre contre ses concurrents. La lutte pour la paix et la lutte anti-impérialiste est une des dimensions incontournables de l'antifascisme. Le fascisme triomphe dans des moments de division forte de la classe ouvrière. C'est pour cela qu'il comprend systématiquement une dimension raciste, mais aussi d'ordre moral. Combattre le fascisme, c'est se battre pour l'unité de la classe ouvrière. On le voit bien, l'antifascisme dont nous avons besoin aujourd'hui ne peut pas se contenter de beaux cris et d'affrontements physiques, virils, avec les fascistes. Il nécessite un travail de profondeur, un travail maîtrisé idéologiquement et politiquement, un travail de contre-offensive face à l'offensive de la classe dominante. Merci Saïd pour ton intervention très intéressante qui, comme tu l'imagines, a suscité plusieurs questions dont on a pris soin d'en sélectionner quelques-unes. La première, c'est Miloud qui pose la question de façon suivante. Saïd, est-ce que tu peux nous expliquer la place qu'ont pris les syndicats, donc à l'époque forcément et uniquement la CGT, dans la lutte contre le fascisme en France dans les années 30 ? On a encore 3 questions. Tu veux répondre tout de suite ou... Oui. Ensuite, on a la question de Mariama. Est-ce que la lutte contre le processus de fascisation que tu évoques nécessite qu'on aille chercher des alliances avec des organisations avec lesquelles nous sommes en désaccord, puisque dans le CNR, le Conseil national de la résistance, il y avait des gens de droite. Ensuite, on a José qui te pose la question suivante. Qu'est-ce que tu penses de la stratégie de Macron qui cherche à se présenter comme le rempart contre le fascisme qu'incarne le Rassemblement national? Dernière question de Brandon. Crois-tu qu'on peut comparer le concept d'islamo-gauchisme avec celui de judéo-bolchevisme que les fascistes ont utilisé dans les années 1930? Bien, ces 4 questions importantes. Je suis très content de la qualité des questions, ce qui montre bien qu'on est bien au cœur de notre sujet. Sur la question de la place des syndicats dans les années 30, par rapport à la montée des ligues fascistes et de la tentative de prise du pouvoir des fascistes pendant cette période, elle a été essentielle. Elle a bien entendu été essentielle. Il faut rappeler que, justement, ce qui s'est passé dans l'entre-deux-guerres souligne qu'il n'y a pas une exception française, puisque je disais tout à l'heure qu'on nous présente le fascisme comme une réalité allemande, italienne, et que la France serait préservée par une unification nationale plus ancienne, par une culture démocratique plus forte, par la Révolution française. On a des explications jusqu'à aujourd'hui qui tentent de nous dire il y a des dangers ailleurs, mais ici, il n'y en a pas. Bien, la France a été le théâtre d'une tentative de prise de pouvoir et de grande ampleur. Et si la France n'a pas connu le fascisme avant la défaite et l'abandon de Pétain, et donc c'est les Allemands qui vont aider la bourgeoisie française à instaurer le fascisme, eh bien si elle ne l'a pas connu avant, si ça ne s'est pas déroulé dans les années 30, c'est parce qu'il y a eu un formidable mouvement de résistance. La confrontation avec les ligues fascistes en février a été faite par les organisations de gauche et par les syndicats en particulier. Et donc les syndicats ont joué une fonction essentielle. Il est vrai que les syndicats à cette période-là étaient des syndicats qui avaient dans leur programme politique l'affirmation du combat antifasciste, et donc tout naturellement ils y ont participé. Donc c'est la classe ouvrière qui a empêché en réalité le fascisme de venir au pouvoir dans l'entre-deux-guerres. Faut-il s'allier avec des partis, des groupes, des alliances? Alors, tout dépend de quoi l'on parle. S'il s'agit de s'allier sur la dimension du programme économique ou du programme politique, eh bien non, puisque ces organisations
justement, en défendant les intérêts de classes qui ne sont pas ceux des classes populaires, contribue à créer les conditions du fascisme. Par contre, si ces organisations défendent des droits démocratiques, toutes les alliances sont nécessaires pour la défense des droits démocratiques. Autrement dit, il peut y avoir des alliances sur un certain nombre de questions et des désaccords sur d'autres questions. Je crois qu'il faut être extrêmement prudent sur la conclusion qu'on va faire des alliances sur tout, parce que, on le soulignait, c'est bien ceux qui diffusent aujourd'hui des politiques économiques d'austérité, de pauvreté, etc., qui créent la base sociale du fascisme. La stratégie de Macron aujourd'hui, elle a été très bien résumée par, je ne sais plus qui, très bien résumée. Oui, on a aujourd'hui une stratégie de Macron qui est en crise de légitimité totale et qui ne peut espérer être réélu qu'en se présentant comme étant le rempart contre Marine Le Pen. Sauf que ce rempart-là, il le construit sur la base de la reprise des principaux thèmes de Marine Le Pen. Et c'est en ce sens-là que, effectivement, cette stratégie de Macron est extrêmement dangereuse, parce qu'elle vient banaliser un certain nombre d'éléments qui, jusqu'à présent, étaient considérés comme la propriété du camp fasciste. Et donc on a une banalisation, là aussi une fascisation, un élargissement du champ des idées fascistes. Certains auteurs ont parlé... il y a maintenant, depuis plusieurs années, on parlait de lepénisation des esprits, c'est-à-dire la reprise de la logique des mots, des concepts, des raisonnements de l'extrême droite par des personnes qui se situent jusqu'à la gauche. Eh bien, oui, ça fait partie de cette extension du champ de la fascisation. Peut-on comparer islamo-gauchisme et judéo-bolchevisme ? Absolument. On a là deux référents qui sont construits sur la même logique, qui est deux néologismes construits sur la base du rapprochement entre un référent religieux et un référent politique. En gros, c'est cette alliance-là qui mettrait en danger la démocratie. Il y a quand même une différence. Les judéo-bolcheviques étaient considérés par les fascistes comme étant les mêmes. Autrement dit, les juifs et les bolcheviks, la révolution bolchevique était présentée comme une révolution juive, et donc les bolcheviks étaient des juifs qui se cachaient dans cette logique-là. Alors que pour les islamo-gauchistes, ce qui est mis en avant, c'est qu'il y a, soit par naïveté, soit par calcul politique, une alliance entre des islamistes et des gauchistes. Donc il y a à la fois des ressemblances et des différences. Ce qui est certain, c'est que c'est la fonction de ces deux référents qui est exactement la même. À ce niveau-là, oui, il y a une comparaison qui est absolument nécessaire. Dans les deux cas, il s'agit à la fois de stigmatiser une population, mais aussi de montrer des personnes à réprimer. Autrement dit, les pseudo-judéo-bolcheviques et aujourd'hui les pseudo-islamo-gauchistes sont des personnes qu'il faut mettre sur la défensive. Sont des personnes qu'il faut mettre dans la peur d'être l'objet d'une répression. On le voit bien avec l'université. Il s'agit tout simplement de dire, mais attention, si vous voulez avoir une carrière universitaire, il va falloir arrêter d'utiliser certains concepts, de développer certaines recherches, etc. Il s'agit bien d'un moyen de pression, d'un outil de disqualification de certains et d'amener les personnes à une autocensure pour éviter que des recherches dévoilent des aspects de la réalité qu'on ne souhaite pas voir être mis en avant. Saïd, on revient vers toi puisque depuis 3 autres questions nous ont été posées. Donc je te transmets celle de Martine. Est-ce que tu penses que le fascisme va forcément de pair avec l'impérialisme ? L'Allemagne nazie a certes lancé une guerre mondiale, mais l'Espagne franquiste est restée plutôt isolationniste. Qu'est-ce que tu en penses ? 2 autres questions qui nous viennent du camarade Mathieu. À t'écouter, on pourrait penser que le fascisme a plus de chances d'advenir au pouvoir là où la classe ouvrière est puissante et menace le capital. Pourtant, la classe ouvrière en France, en 1934-1936, au moment du Front populaire, était plus forte que la classe ouvrière allemande ou italienne. Qu'est-ce que tu en penses ? Mathieu nous fait part de la remarque suivante. Le fascisme est apparu dans les pays où les bourgeoisies étaient les plus faibles dans la concurrence internationale et où les empires coloniaux étaient les moins grands.
Italie, Allemagne, Espagne. Y a-t-il une raison à tout ça? Alors, est-ce que fascisme et impérialisme, ça va systématiquement de pair? Pour répondre à cette question, ça suppose de clarifier la signification de pays comme l'Espagne, ou le Portugal d'ailleurs, qui effectivement étaient à la fois des puissances capitalistes, mais étaient des puissances capitalistes qui étaient en réalité des puissances capitalistes très faibles et qui étaient au service, dans la lignée, dans la dépendance d'un capital financier d'autres pays. En réalité, ce sont les véritables causes de la montée du fascisme en Europe sont liées au capital financier. Et le capital financier n'était pas un capital financier espagnol en Espagne. C'était un capital financier international. Et donc, on a là, on ne peut pas, l'isolationnisme de Franco ne peut pas être pris comme un élément qui nous amènerait à dissocier fascisme et impérialisme. D'autant plus que Franco est venu au pouvoir sur la base d'un rapport de force international dans lequel l'Allemagne nazie est intervenue. Et donc on voit bien qu'à ce niveau-là, c'est bien la politique impérialiste allemande qui va permettre l'émergence d'un régime comme celui de Franco. La résistance républicaine, il faut le rappeler, a été en grande partie vaincue, à la fois par l'intervention militaire nazie et à la fois par la politique de non-ingérence de Léon Blum, qui a refusé de livrer des armes aux républicains. Et donc on ne peut pas analyser de manière séparée le régime espagnol franquiste du reste de la dynamique internationale. C'est l'ensemble des contradictions impérialistes de l'époque qui conduit au fascisme de ce type-là. On le voit bien au niveau du Portugal également, où on a eu la même dynamique. Est-ce que le fascisme apparaît quand la classe ouvrière est forte ou lorsque la classe ouvrière est faible? En France, la classe ouvrière était effectivement forte, mais la dynamique de la classe ouvrière forte, ça a été aussi un résultat du combat antifasciste. Autrement dit, la mobilisation contre les fascistes a contribué à radicaliser la classe ouvrière. Et donc, si on peut effectivement avoir des situations différentes sur la question de la force de la classe ouvrière, ce qui est certain, ce qui est commun à toutes les situations par contre, c'est que c'est la peur de la classe dominante qui l'a conduit à envisager des solutions de ce type-là. Tant que la classe dominante peut gouverner par les moyens légaux, pourquoi irait-elle s'embêter à courir le risque d'un régime de type fasciste? Ça n'est que lorsque les règles habituelles de la domination ne fonctionnent plus, parce qu'il y a prise de conscience que le fascisme devient, pour certains, une possibilité, et pour d'autres, eh bien, une stratégie. Le fascisme et les bourgeoisies les plus faibles. Oui, effectivement, le fascisme a été utilisé par les bourgeoisies les plus faibles pour obtenir un repartage du gâteau mondial. Effectivement, la question des colonies a été une question essentielle pour comprendre les logiques fascisantes. De manière générale, d'ailleurs, au-delà du fascisme, c'est ça qui conduit aux guerres. Ce sont les bourgeoisies qui ont le moins accès au partage du gâteau mondial qui tentent de reprendre une place et de renégocier leur place par la guerre. Mais une fois qu'on a dit ça, ça nous permet de regarder dans quel contexte nous sommes aujourd'hui. Nous sommes en France. Nous parlons de fascisation vis-à-vis du gouvernement Macron. Mais ce gouvernement Macron est également un impérialisme et un colonialisme en situation de faiblesse. Il est remis en cause de manière économique par la concurrence en Afrique, par exemple. Il est également remis en cause par les luttes populaires. Rappelons le mouvement en Afrique de l'Ouest, un vaste mouvement populaire exigeant le retrait des troupes françaises, exigeant la fin du franc CFA. On voit bien, il suffit de se promener en Afrique pour s'apercevoir de la décrédibilisation du colonisme français. Et donc, oui, la bourgeoisie française est une bourgeoisie en situation d'affaiblissement par rapport à d'autres concurrents, et que la fascisation ou le fascisme peut être pour eux une solution, non pas immédiate, mais en tout cas que l'on prépare dans les différentes stratégies possibles.
Bon, Saïd, une dernière pour la route, une question de Karima Bakara. Est-ce que tu crois qu'il y a de nos jours des États dans le monde qui sont fascistes? On a beaucoup entendu parler de Bolsonaro, Trump, mais Karima pense plus à l'Arabie Saoudite ou à Israël. Je pense comme elle. Quels sont les États qui sont aujourd'hui caractérisés par un pouvoir du capital financier national ou relais d'un capital financier international, qui ont des constitutions dans lesquelles ce qui est habituellement des situations d'exception font partie de la loi commune, qui sont basées sur une violence systématique, eh bien, effectivement, vous allez retrouver ce type d'État. Je souligne le point, pour moi, essentiel, qui est qu'on a bien affaire au capital financier, c'est-à-dire ceux qui, aujourd'hui, disposent du capital dans les grandes multinationales, dans ceux qui jouent à la bourse, dans ceux qui spéculent à la bourse, etc. Et on voit bien qu'on a là deux États qui sont soit des États fascistes pour leur propre capital financier, ou des États fascistes au service d'un capital financier d'une puissance dominante comme les États-Unis. On a une question qui vient se greffer à toutes ces questions. C'est celle de Fabienne. Que penser du développement de groupuscules comme Génération Identitaire qui fait, on le sait, les gros titres de la presse mainstream? D'abord, soulignons l'instrumentalisation actuelle de Génération Identitaire. On a une stratégie qui est assez claire pour justifier de la répression contre un certain nombre d'associations musulmanes ou supposées telles, et en particulier d'associations de lutte contre l'islamophobie. Macron, qui prépare ses présidentielles, nous indique par la voix de Darmanin qu'il interdit aussi à l'extrême droite. Voilà, contrairement à Marine Le Pen, moi je suis quelqu'un qui combat tous les extrêmes. C'est tout le débat sur l'extrémisme, ce concept d'extrémisme, qui met dans le même sac un pseudo-extrémisme de gauche et un pseudo-extrémisme de droite. On a cette logique de l'équilibre, de l'État au-dessus. Hein. Rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure sur l'État. L'État qui se tirerait au-dessus des classes sociales et qui jouerait une fonction de neutralité. Alors, la question est très intéressante parce qu'elle permet de saisir, en comparaison avec des expériences du passé ou d'aujourd'hui, comment émergent des perspectives fascistes, comment se concrétise une logique fasciste. On n'a jamais, comme je le soulignais tout à l'heure, on n'a jamais un complot par en haut. On a à la fois une bourgeoisie qui oriente la politique dans une certaine direction, et cela va créer une demande. En gros, il y a un signal qui est renvoyé à toute une partie, du champ politique, qui est de dire il y a besoin de groupes qui reprennent ces dimensions-là. Et donc, on va avoir une concurrence entre différents groupes, donc entre le Rassemblement national, puis la Génération Identitaire et d'autres groupes, etc. Et c'est le groupe qui apparaîtra, s'il y a besoin de fascisme demain, qui apparaîtra comme le plus à même de jouer la fonction dont on a besoin, qui va l'emporter. On a eu la même chose en Italie, on a eu la même chose en Allemagne, où les nazis n'étaient pas les seuls, par exemple en Allemagne, il y avait d'autres groupes, etc. Et c'est ceux qui ont été capables de remplir le cahier des charges qui vont être pris en compte. Et donc, l'émergence de ce type de groupe est toujours significatif d'une situation dans laquelle la classe dominante a réussi à diffuser un certain nombre d'orientations. Par exemple, la recherche d'un bouc émissaire, Génération Identitaire reprend en disant « Oui, nous, on le connaît, ce bouc émissaire, ça s'appelle les musulmans, vous n'êtes pas assez clair, etc. » Donc c'est la reprise par surenchère de la logique qui vient d'en haut et qui va permettre à Génération Identitaire de se donner une légitimité à négocier en concurrence avec d'autres groupes qui mettent en avant également leur légitimité. Merci Saïd, merci de ton intervention. Saïd Bouamama qui a publié aux éditions Premier Matin de novembre le bouquin suivant, l'affaire Georges Ibrahim Abdallah, dont le CELA CGT vous conseille évidemment la lecture. Et merci aux téléspectateurs. Sachez toutefois que vous pourrez retrouver en différé cette vidéo et toujours nous poser des questions sur notre Messenger qu'on se chargera de transmettre, pourquoi pas, à Saïd. Et on l'aura compris, face au fascisme, pas un seul pas en arrière. Bonne soirée à tous.